je vous avais dit que je referais sûrement pas de chronique ciné. Je vous avais dit que c'était exceptionnel et c'était juste parce que Gran Turismo le film m'avait particulièrement outré. Mais vous étiez un certain nombre à me dire non mais faut que t'en refasses un parce qu'il y a le film Formule 1 qui sort bientôt et d'autres qui trouvaient juste que le format était cool et qu'il y a plein de films de bagnole dont je pourrais parler. Et à la vérité, je comptais parler de Formule 1 le film avec Brad Pitt là pour Noël. Et puis la vie s'est intercalée, il y a plein de projets que je voulais faire l'année dernière qui n'ont pas pu se faire, il y a plein de projets en ce début d'année que j'essaye tant bien que mal de mener à bien, mais c'est une période un peu compliquée en ce moment pour moi. J'ai un déménagement qui n'en finit pas de ne pas arriver, des gars des eaux très récemment, j'ai l'état de la Formule 1 qui me fatigue, bien que ça donne du contenu, on va pas se mentir, mon propre rôle sur internet, quels sont mes buts dans la vie, et du coup j'ai recommencé à faire ce que je faisais quand les choses allaient pas bien, c'est-à-dire que j'ai recommencé à jouer à Metal Gear Solid 5 avec dans le fond une playlist Chroma Crossed sur mon deuxième écran. Et à un moment, je me souviens plus trop, entre le 20 et le 4 janvier, parce que je reste le moins sobre possible à cette période-là, j'ai re-regardé un film que j'aime beaucoup. Un film qui est pas bon, mais pour les mêmes raisons que vous et moi, parfois on relapse et qu'on achète un cheeseburger McDo, je remate régulièrement. Parce que c'est familier, parce qu'on connaît le goût et que on s'attend pas à mieux, donc on n'est pas déçu. Un film dont en plus la production est intimement liée à la Formule 1, mais qui au final n'en parle pas du tout, si ce n'est pour quelques petits détails qui sont disséminés dans le film, et on en parlera genre bien à la fin. Un film avec au casting des gros noms comme Sylvester Stallone et Burt Reynolds. Un film qui sent bon le faux raccord et les crashs qui font boum. Un film que j'ai pas besoin de pas vous spoiler parce que vous avez lu le titre de la vidéo. Madame, monsieur, tout ce qu'il y a entre les deux aujourd'hui, on va parler de Driven. Même le trailer, il a chier. Alors Driven, parfois appelé Driven par les mêmes gens qui disent Uncharted au lieu de dire Uncharted, mais qui me casse quand même les couilles parce que j'ai dit le NASCAR au lieu de la NASCAR, faut choisir un moment. Aussi appelé par nos hostiles québécois à toute vitesse, est un drame sportif américano-australo-canadien sorti en 2001, réalisé par Rennie Harlin, ou en tout cas, c'est ce qu'en dit Wikipédia. Noterez immédiatement que ça fait assez de pays pour envahir un continent, mais apparemment pas assez pour faire un film compétent. Le film est centré sur le CART, C-A-R-T Championship Auto Racing Team, que je vais appeler CART jusqu'à la fin, donc vous allez pas vous... Bon, voilà, on parle pas des karting Birel, on parle du CART, ok? Et la production du film est, ma foi, très intéressante, et j'en parlerai après vous avoir raconté tout le film, parce que, à l'inverse de Karim, je suis pas financé, donc il faut que je casse des pubs, ma gueule. Je sais même pas si je suis monétisé. Le film commence sur un montage qui nous raconte un peu le début de la saison de cartes, en prenant de sacrées libertés sur le calendrier. La vache, on nous introduit deux personnages importants pour l'intrigue. Jimmy Bly, jeune blondinet, rookie précoce, qui remporte des courses dès sa première saison, et Bob Brandenburg, allemand, qui a l'habitude de dominer, champion en titre, et pas content que quelqu'un d'autre gagne à gros. On apprend aussi que le jeune Bly a du mal à tenir la pression, comme tous les sportifs qui finissent champions dans tous les films. On enchaîne avec un second montage qui montre que la lumière brille beaucoup trop pour lui et qu'il a du mal à remplir ses obligations contractuelles. Ce qui n'est pas mon cas, puisque j'ai le code Clippy pour 10% de réduction chez Oli Energy, et pour compenser la perte de monétisation de cette vidéo. D'ailleurs, les pods Siro sont déjà sortis, et je pourrais vous faire genre... j'ai re-rempli une bouteille... Non, je viens de finir celle-là, parce que j'ai fait beaucoup trop de prises pour l'intro. Bref, ça soutient la chaîne de ouf, sinon il y a le super thanks, sinon juste le fait d'être là... Faites plaisir. Bon, Jimmy, il en peut plus, il en parle à son frère Demi, qui ne le sait pas encore, mais est à quelques années de devenir oncologue, et c'est sûrement pour ça qu'il s'en bat les couilles de la santé de son frère. Il le pousse à continuer pendant qu'il se fait peloter par une meuf qui est beaucoup trop à l'aise. Pendant ce temps, dans le paddock, on apprend que Beau est un sale con, et qu'il rompt avec sa meuf parce qu'il va pas assez vite sur la piste, qu'ils ont autant d'alchimie que de la terre et des huîtres. Je vais poser mon casque ici, peut-être qu'elle arrêtera de pleurer. Non, Beau, ça change rien, je pleure parce que tu me traites aussi mal que tu conduis. Alors déjà, c'est pas vrai. Si, c'est vrai d'abord, si, c'est vrai Non, t'es une menteuse. Voilà. Ensuite, on a droit à la première vraie scène de course. On est au Chicago Motor Speedway. Là, il y a des vraies images de vraies courses avec des vrais pilotes. Et c'est pas dissimilaire de Formula One, le film, dans la manière d'amener l'intrigue en milieu de saison. Mais on parlera des similarités entre les deux films après parce que... tout ce qu'il faut retenir, c'est que la voiture rouge et le casque à Montoya, c'est Brandenburg. Et si c'est bleu avec le casque à Blundell, pas Brundle, Blundell, alors c'est Jimmy Bly. Et c'est marrant parce que c'est peut-être une coïncidence, on sait pas. Mais les deux pilotes qui font doublure casque, par rapport aux vraies images de la vraie vie, sont soit pas très loin d'entrer en Formule 1, soit ont déjà été en Formule 1. 91-95 pour Blundell, et du coup Montoya allait arriver à partir de 2001.
je crois. On nous introduit après le personnage de Carl Henry, team principal paralysé des jambes. Attends, j'ai déjà vu ça quelque part. Jimmy finit par rattraper Brandenburg, ça se fout vaguement sur la gueule avec des plans bien serrés de l'onboard. Les commentateurs savent plus quoi dire. Tout le poids de son expérience se fait sentir aujourd'hui. Il sait négocier les virages, alors que Jimmy Bly a tendance à ralentir en les abordant. Son frangin lui casse ses couilles à la radio et contredit le team principal. Double bon sang. De quoi tu as peur? Reste collé à Brandenburg, tu restes collé à Brandenburg. Il perd pied, l'ordinateur est tout rouge parce qu'il voit l'avenir, blam. Puis il glisse, c'est gigalon. Bon, Bogan il est content, Janine Fonction pleure un peu, Carl décide qu'il est l'heure de sortir un mec trop vieux de sa retraite pour aider son rookie. Déjà vu ça quelque part, moi. Bon, Sylvester Stallone aka Joe Tanto est vite convaincu de revenir. Dring. Hello. Joseph, bien Mackay, tu veux conduire la voiture? Ouais, je veux bien. Super, alors on se retrouve demain matin au circuit. Super. Bruit de téléphone qui se raccroche. Carl fait une Red Bull Racing, vire son pilote actuel pour ramener le vieux, Jimmy et son frère se disputent sur leur choix de vie. Bon, Jimmy, t'arrêtes de jouer à Roblox, faut que tu te concentres sur la course, Alors, mon gars. c'est pas Roblox, D'abord, tu parles mal, hein? Voilà, en caméra dans les yeux, et puis je te ferme l'ordi sur les doigts. Maman, elle a dit que c'était mon tour sur l'ordinateur et tu fais tout le temps ça, tu fais tout le temps en plus, alors moi je veux juste jouer à... Parle à ma main, Jimmy, pas de Roblox tant que tu gagnes pas de course, Mais tu comprends pas que c'est un jeu éducatif en fait. Ça n'a pas de rapport. Ta gueule. Et vlam, Toronto, Molson Indy. Et on a plein de belles images où Stallone se balade dans le paddock, faisant genre qu'il connaît tout le monde. Il y a des vrais pilotes de course qui sont là, donc ça a été évidemment pris sur un vrai week-end. Et ensuite, on a droit à une scène où Bo va répondre à ses mails ou checker son grinder sur le ponton de la voiture. Et il y a un dialogue écrit avec le fion pour nous expliquer que Tanto et Brandenburg ont un passé trouble. Des volontés plus que de talent comme à Détroit en 97. Les accidents, ça arrive. Accident. Tu as failli me tuer, toi. Oh mon dieu, quel homo-érotisme! Oh, la tension! Bon, Joseph va parler avec les sponsors, des gens très très riches qui demandent à ce qu'ils changent de casquette. On nous présente le love interest du film, Carl nous fait du lord dump, et puis il nous explique qu'il veut que Joe Tanto fasse le Nelson Piquet Jr. de service et qu'il dédie sa saison à aider le jeune à être champion du monde. Après ça, on a droit à une scène qui fait aucun sens, où genre Joe lâche des pièces sur le circuit qui... je suppose, a été fermé uniquement pour lui, parce qu'il n'y a personne d'autre. Et du coup, il va ramasser les pièces avec le pneu arrière en dérapage, prouvant qu'il est sûrement un meilleur drift king que Takeshi. Je crois avoir lu quelque part qu'il y avait une légende comme quoi Fangio pouvait faire la même chose, et c'est pour ça qu'ils ont genre intégré ça au film. Ouais, j'ai pas réussi à retrouver entre-temps, donc c'est peut-être 100% connerie. Clippy du montage à la rescousse. J'ai retrouvé, du coup, le bout de la coupure presse où il dit ça. Je vous laisse le temps de mettre pause, de Google Lens si besoin. Voilà. C'est bon? Allez. Et soudainement, alors qu'il fait Vobroum, il se met à bourdonner. Bon, alors moi j'appelle ça du steaming, il serait peut-être temps d'aller faire un bilan neuropsy, monsieur Tanto. Et après avoir fait le kekos pour aucune raison, il va se présenter à Jimmy. Wilson, pardon, Demi débarque en mode le plan est simple. J'ai même pas besoin de la redoubler, celle-là, c'est nul à chier. Écoute, Jimmy, on pourrait peut-être aller prendre un café et mettre au point une stratégie. La stratégie est simple, il pilote, vous bloquez, il gagne. Jimmy lui dit hey, 2 sur 3, pas mal. Et puis le public est introduit au concept de la rotation du pneu et ah, qui l'eût cru. En vrai, j'aime beaucoup ce plan avec la zig derrière le. Descendez là. Oui, c'est complètement con, mais il y a tout qui va. La zig, la rythmique quand il tape sur le pneu, tous les 3 personnages qui smurkent de la même manière, le changement de focus sur Joe qui s'en va, c'est du poulet. Bon, après ça, Jimmy, il se rend compte qu'il est out of control. Il arrête de jouer à Roblox pour aller voir ce que donne la nightlife canadienne et tombe nez à nez avec les nichons des Stella Warren. Pendant ce temps, Joe pinaille de fou avec Luke en jouant au billard. Avant, je croyais qu'il suffisait de mettre de l'essence dans la voiture et Carburant. d'appuyer sur C'est le terme. carburant, je le savais. Marrant parce que Demi, pour moi, c'est plus un prénom de femme, et qu'ils ont appelé Dr. Wilson comme ça, et Luke, c'est beaucoup moins un prénom de gonzesse, et qu'ils ont appelé le love interest du film comme ça. Après, ça se trouve, je dis Demi, mais c'est pas Demi. Attends, c'est Demi ou pas? Ah, mais c'est Demille, genre D-E-M-I-L-E. Je m'en bats les couilles, je vais l'appeler Demi. Hein. D'ailleurs, je suis un peu con parce que le personnage féminin s'appelle Lucretia, et c'est abrégé en Luc. Alors après, je l'appellerai pas Luc, personnellement, moi je l'appellerais Lulu, ou Lou, ou autre chose, tu vois, que Luc. C'est vilain.
Fort si tu t'appelles Luc. Et je viens de voir que le film a une note de 1,6 sur 5 sur Allociné, ce qui prouve que c'est un chef-d'œuvre. Bref, on apprend que Joe Tanto a une vie, que c'est incroyable et qu'il mène une vie pittoresque maintenant et qu'à skip pittoresque c'est une insulte. Ailleurs, la blonde de fonction a changé de fringue. Genre, ok, des faux raccords dans les courses, ça s'explique, c'est tellement logique. Il y a le monteur, il est pas au courant, il a mis des images d'un package aéro ovale alors que c'était une street course. Ça arrive, c'est ok. Changer de fringue entre deux scènes qui ont lieu dans la diégèse à 10 minutes de décalage, c'est chaud quand même. Bon, il drague mal parce que le premier truc qu'il fait c'est parler de son ex. On se fait chier, ils ont zéro alchimie, course. Mais pas avant que Joe ait un petit moment gênant avec son ex-femme qui vient foutre la merde. Oh, on se fait chier, hein. Dans quoi je l'ai vu, la milf, là. Que moi, j'oublie pas une perdue comme ça, là. Dans quoi je l'ai vu, elle. Ouais, du coup, genre, j'ai Dig, c'est un peu le futur, mais pas trop. L'ex-femme de Joe, hein, qui est incarnée par Gina Gershon. Et je l'avais vue dans Brooklyn Nine-Nine, où elle joue la flic, là, qui est corrompue, spoiler, hein, pour la saison 4. 5. Bon, exposition sentimentale, waouh. Mariage gay, whoop whoop. Maintenant, ici, aujourd'hui, je divorce. Mais seulement si tu m'épouses. Je t'en prie. Lâche-moi. Tu sais, je me sens tellement seul. Oh, j'en doute pas, ça se voit. T'es très très seul. On a un handshake giga stylax qui fait qu'aujourd'hui, moi et mes potes, on a tous un handshake secret. Tanto claque le cul de la journaliste, Madame vos phares sont allumés. Demi pète un boulard parce que Sophia est là. Et enfin, on a la course. Bon, en vrai, on va marquer une courte pause ici pour parler un tout petit peu de technique. Le montage était pas mal intéressant. Et en fait, dans toutes les séquences d'avant-course, le montage, il a ce côté, outre les problèmes de faux raccords, hein, il y a une volonté à rendre l'avant-course pressant, oppressant, mais en même temps de donner au spectateur une espèce d'impatience avant que ça finisse par démarrer. C'est pas systématiquement bien branlé, mais on sent l'intention, et c'est déjà pas mal. Il y a des discussions plutôt courtes, assez expéditives, des faux semblants ou de l'agressivité, on a l'impression que ça vient pas, c'est interminable, tout en étant pressant jusqu'au moment où on coupe la zik, on n'entend que les voitures et le départ est donné. Ça pourrait être vachement mieux, mais il y a quelque chose, et je peux pas enlever ça au film. Bon, ça fait vroom vroom crash, ce mec est un mannequin, d'ailleurs je crois que ça c'est le casque à Roberto Moreno. Full course yellow, sa boxe, Joe boit son Oli Energy. Vous saviez que Carl Henry utilisait le code Clippy? Car il est proche de ses sous. Bly attaque Brandenburg, ça passe, Joe est rappelé au stand pour rien. Et là, Joe, il attend super long. Genre un tour entier, en fait, bloqué dans les box, jusqu'à ce qu'il ressorte, et... Block Brandenburg. Mais où c'est que j'ai déjà vu ça beaucoup plus tard dans ma vie? Bon, Bly l'emporte, Beau est pas content, conférence de presse, on se brosse le biberon, tout le monde est très sous pression et ultra sollicité. Et Stella Warren est en robe, puis en chemisier un quart de seconde après. Le monteur, il a pas que ça à foutre, ok? Il a pas ton temps. Allez, on monte dans le Learjet 45 direction Tokyo. Je sais que c'est pas un Learjet 45. Allez, on monte dans le Learjet 45 direction Tokyo au Japon, à ne pas confondre avec Tokyo dans le Dakota du Nord. Une bourgade non incorporée de 247 résidents dans le comté de Benson. Et si on avait un budget d'enculé, on serait allé là-bas pour la blague. Je me doute que tout ce que j'ai fait, du coup, c'est genre une espèce de vieille incrustation. J'ai même pas de fond vert, donc genre j'ai juste mis un vieux PNG de ma gueule devant. Et Stella Warren nous rappelle qu'elle a été nageuse synchronisée, il y a un plan pied pour faire plaisir à Tarantino, dialogue sensible, nichon mis en avant, et on skip dans les tribunes de Twin Rig, Montegui, si, le vrai, c'est promis, regarde pas de trop près. On a droit à un dialogue mal rythmé entre Brandenburg et Tanto, qui marche pas du tout en VF, sauf pour ça. Ah, et pourquoi je perds mon temps à discuter avec ce mec? Parce que je suis le seul qui te supporte, connard. Bon, juste après la discussion, Tanto convainc Beau d'aller récupérer sa meuf. Je ramperai. Faire revenir quelqu'un que j'aime? Pour monter ce poids de l'estomac, je ramperai. Toi, tu ramperais? Je ramperai. Joe, tu rampes jamais? Ouais, je ramperai jusqu'à ce qu'il reste rien de moi. Ils sont gênants quand même. Course, et celle-là va mal se passer parce que les commentateurs déjà savent pas où ils sont. Nous allons vous commenter ces séances depuis le double anneau de Suzuka où ont afflué aujourd'hui 120 000 spectateurs. Jimmy est en forte demande, il a la pression, Beau réminisce en pensant à son love bébé qui pourtant est en train de dormir près de Jimmy. Et le fait est qu'elle a encore ses fringues, ce qui trahit le fait que Jimmy est toujours puceau. Il va en nightclub, il a dû manger un truc pas frais, se lave la gueule, vroom, transition, il est si prêt, Brandenburg. Bon, Jimmy se chie dessus, se fait doubler, désobéit à son team principal et essaye de reprendre la tête, kablam, le mur. Bro a voulu faire du wall ride à la Chastain. Il y avait de l'idée. Le geste y était, la finition était pas là par contre. Bon, le film en fait des caisses pour nous faire croire que c'est très grave à croire que le monteur a aussi travaillé sur Drive to Survive. Et tout de suite, Chicago, Illinois, on nous présente les futures voitures. Mesdames, messieurs, la puissance et la gloire. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir la puissance et la gloire.
Ça j'échange, Château-Vallon, hein. Demandez à vos parents pour celle-là. Bon, l'ex de Joe est une connasse. Jimmy se fait recal par Sophia parce que Beau revient gagner sa jante dame. Il pète un plomb, vole une monoplace. Joe lui court après dans une autre monoplace, passe le mur du son, je suppose. Et après une séquence tellement longue qu'ils ont eu le temps de changer de musique 2 fois, on a droit à un échange de la plus haute philosophie. Non, laisse-moi tranquille, sinon je le dis à maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me frapper? Tu crois que j'ai peur? J'ai fait de la boxe, moi. T'es pas là, puis t'as rien vu, puis c'est pas juste en plus. Quoi? Tu crois qu'une gonzesse allait résoudre tes problèmes? Tu conduis mal, c'est la coupure au cul dont t'as besoin. Ok, d'accord, je suis désolé. En plus, ils disent je conduis mal, mes calories t'as ramené parce que t'étais trop nul et c'est juste pour m'aider d'abord. Je te dis, ton problème, c'est que ton frère, il te met trop la pression, du coup, t'as cru la fille, elle allait pouvoir t'aider. Mais elle peut pas t'aider, mon gars, parce que celui qui peut t'aider, c'est toi. Tiens, je te donne mon trophée de quand j'étais petit. Comme t'as fini 2e aujourd'hui, c'est un peu un lot de consolation. Mais j'ai pas fini tout court vu que ma plaque... Ah, comme ça. C'est la dernière fois que j'ai ressenti une sensation de pure victoire. Bon, Joe parle de pure victoire à Jimmy, ce qui semble le requinquer. On va en Allemagne. Le moral est au beau fixe. Jimmy parle de moins en moins à Demi. Il passe de plus en plus de temps avec les mécanos et les gens qui comptent pour lui. Et on est très clairement en train de nous set-up pour un truc ultra décevant là. Oh là là, il pleut alors que c'est l'avant-dernier round de l'année en Allemagne. Et on a Carl Henry qui décide de nous refaire une honneur et de sideline le pilote qui venait de ramener pour un autre pilote, mais c'est-à-dire celui qu'il a viré à la base. Ah, que c'est une bonne idée de ramener un pilote qui a besoin de prouver au monde qu'il est encore vaillant et digne et qui still got it. Ça ne mènera à aucun problème. On a une scénette que je n'explique pas. Hey Bo, pass mal auf, ich hab da eine Wette laufen, dass ich jeden Fahrer hier küssen kann. Was mit dir? Du hast gerade verloren. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Na, da freue ich mich drauf. Gut. Qui, d'une, est totalement aléatoire, mais deux, est étonnamment très bien joué par rapport à tout le reste du film. Genre, j'ai toujours l'impression que, genre, fallait faire un film sur cette scène-là. Bon, ça fait vroom vroom sous la pluie, Memo fait le con, désobéit, se satellise, et du coup, Beau et Jimmy vont à la rescousse du Brésilien. Jimmy se blesse au pied, Memo est out pour la dernière course, et Beau va s'excuser d'avoir été un sac à merde avec Jimmy, et dit qu'il est désolé de gagner le championnat comme ça. Pendant ce temps, Carl, qui est vraiment dans son rôle de fusion entre Frank Williams, Christian Horner et Helmut Marko, annonce qu'il va virer Jimmy. Ouais, Joe, la bleusaille, je voulais te dire que je vais virer Jimmy. Pourquoi? Parce que c'est un estropié. Mais... les estropiés, ça conduit pas les voitures, Joe. Mais si, avec des pédales adaptées, non, ça peut... ça va à la CAF. Ça va à la CAF et ça demande les allocs, Joe. C'est trop triste, mon gars. Je vais engager Brandenburg. Bien sûr. Tu vas... Quoi? Et c'est son frère qui va l'engager. Le frère de qui? Le frère de Jimmy. Mais j'en perds ma voix. Comme Joe sait maintenant que le frère à Jimmy est à l'origine de signer Brandenburg, il va lui dire qu'il sait, parce qu'il veut qu'il sache qu'il sait, qu'il va... Attends, je lui laisse la parole. Je voulais que tu saches, que je sais, tu saches, que je sais, que tu essaies de recruter Brandenburg. Et dans le même temps, Sophia le dit à Jimmy, c'est fou! 10 000 G100 pour confronter Denny, toute la vérité éclate. De toute façon, j'ai toujours voulu être ton colloque. Et maintenant que la vérité est faite, on part pour la course finale à Détroit, baby! C'est Eagle qui va être content. Jimmy convainc Carl qui peut quand même conduire même s'il est estropié. Moi je comprends, hein, j'aurais la flemme de faire la queue à la CAF aussi. Hein. Sophia recule Demi pas content, prend une droite et se sent petit dans sa masculinité. Moi à partir du moment où j'ai accepté le fait que les gonzesses me frappent, je me suis beaucoup plus épanoui sexuellement. Quoi? Montage avec des trucs un peu cool, la course, il y a eu Fatboy Slim à donf, et c'était la première fois que j'entendais du coup du Fatboy Slim dans ma vie, et... Merci Driven. Des inexactitudes massives à droite à gauche, pire qu'une vidéo de vulgarisation française. Il y a un mec qui se sort tellement fort qu'il finit à Montréal. Et là tu t'en doutes, fight entre Beau et Jimmy. Tantôt se met à bourdonner. Oh, he's back. Maybe he never left. Il pète sa suspension en doublant. Jimmy se met à bourdonner alors qu'il laissait penser qu'il se chiait dessus. Il gagne. Quelle surprise. Câlin, poignée de main, bisous. Demi va devenir oncologue. Mais faut pas s'en faire, il retrouvera Jimmy pour lui annoncer que c'est pas un cancer. C'est pas une vanne. Kip Pardio, le mec qui joue Jimmy Bly, joue dans un épisode de Dr House. Je crois que c'est saison 8, épisode 22. C'est saison 2, épisode 22, et en fait, si, c'est bien un cancer, c'est un cancer de la paroi de l'estomac, prédisposé par une maladie cœliaque. J'ai pas fait médecine, hein, tenez pas la veste, hein. Voilà. Et après un montage sur l'exact même zik qu'au début, on a la fin de Driven avec Sylvester Stallone. Et c'était pas foufou, mais j'ai adoré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Driven est à la base un film qui a été pensé pour la Formule 1. Stallone avait été spectateur du Grand Prix d'Italie 1997, et il est tout de suite
suite tombé sous le charme. Rapidement touché par les tenants et aboutissants de la rivalité entre pilotes, il a immédiatement voulu transformer ça en film. C'est pour ça que le grand méchant c'est un Allemand, parce que c'est clairement un insert de Schumacher. C'est pour ça que Jimmy Bly, en petit rookie qu'il est un blondinet, parce que Villeneuve, en 97, qui était le rival direct de Schumacher, s'était teint en blond. Pour ça que Carl Henry est handicapé, parce que c'est clairement un insert de Frank Williams. Et d'ailleurs, il y a une scène où Joe Tanto, donc Stallone, parle avec les nouveaux sponsors, et dans le script, il y a une espèce de pic qui est directement lancé à la Formule 1 en mode il doit porter une de nos casquettes, parce que la casquette qu'il porte, c'est une casquette Winfield, qui était le sponsor titre de Williams en 98-99, soit exactement à l'époque où le film devait être, même pas en pré-prod, mais en ébauche. Il y a même des détails beaucoup plus subtils qui, genre, échappent à beaucoup de gens, et moi j'ai dû me fader, genre, 3 heures de recherche avant de tomber là-dessus sur Wikipédia. Mais le triangle amoureux entre Jimmy, Sophia et Beau est inspiré de faits réels, c'est-à-dire la relation entre Corinna Betts, j'ai mal prononcé, j'en suis sûr, et Sarah Frenzen, qui coïncidentalement a lui aussi fait un peu de temps chez Williams, et Michael Schumacher. Sauf que le film va prendre beaucoup de temps à sortir de cette phase d'ébauche, en partie parce qu'il y avait une indécision au niveau de Stallone qui était pas sûr s'il voulait pas plutôt faire un biopic sur Senna, mais après avoir tapé Senna 15 dans Google, il a dû se rendre compte que c'était une mauvaise idée. Ce qui a vraiment retardé le film et foutu un sbeul pas possible, c'est Bernie Ecclestone, El Supremo de la Formule 1 dans ces années-là, donc avant Liberty Media, donc jusqu'en 2017, qui voulait énormément de fric pour les droits à l'image. Faut voir que ça a toujours été un problème, hein, la FOM et les droits à l'image, mais encore plus sous Ecclestone. Il y avait une époque où les pilotes, à partir du moment où les réseaux sociaux commençaient à prendre de l'ampleur, les pilotes n'avaient pas le droit, ou genre prenaient des amendes s'ils filmaient ailleurs que dans le paddock. Moi, c'était ça le bail. Genre, je sais qu'Hamilton, par exemple, s'était fait emmerder plus d'une fois parce que lui, c'était full Instagrammeuse, hein, Hamilton, quand il a pu commencer à le faire, et qu'il avait pris je sais plus si c'était des amendes ou c'était des avertissements parce qu'il avait filmé en dehors de la zone paddock. Mais de toute façon, Loulou, c'est un gars qui a déjà eu des emmerdes, hein. Une fois, le gars a carrément leak les data télémétriques de Button parce que genre Jensen ne followait pas sur Twitter ou je sais pas quoi. Bref, étant donné la quantité colossale d'images de meublage dont t'as besoin, le fait aussi qu'ils aient besoin d'autorisation pour filmer sur les vrais week-ends eux-mêmes, c'était pas possible de faire sans l'aval. De toute façon, t'as besoin de ça pour faire apparaître la Formule 1 à l'écran. Sans l'aval d'Ecclestone, c'était impossible. Donc Stallone va alors se diriger vers le Champ Car ou le CART, le kart, appelez ça comme vous voulez, qui à l'époque était plus populaire aux US que l'IndyCar, parce qu'il y avait eu la scission entre l'Indy et le Champ Car. Un jour, ce sera une vidéo. Quand j'aurai compris le bordel. Et à chaque fois que j'écoute du matériel qui a été produit autour du film pour le mettre en avant, ou des bonus features sur le DVD, d'ailleurs je remercie cet Italien, grazie, qui a genre mis toute la feature bonus sur YouTube, ce qui m'évite d'avoir à commander un Blu-ray 88 balles sur eBay. Pas collector frérot, hein. Mais le film a été voulu avant tout comme une expérience immersive, un peu à l'instar d'un film beaucoup plus moderne, qui va utiliser des caméras riguées sur des vraies voitures et qui va modifier du matos pour filmer de manière ultra rapide et spécialisée. On va faire appel à des effets spéciaux qui sont voulus comme extrêmement immersifs pour faire ressentir le plus possible au spectateur la vitesse, l'adrénaline, la pression et tout ce qu'un pilote ressent. Et il y a des fois où ça marche. Par exemple, ça là, c'est plans où il y a d'autres plans qui s'overlappent avec toutes ces lignes qui bougent dans tous les sens. Certains parmi vous qui sont peut-être familiers avec la peur de gagner, vous savez quand vous êtes oh putain, vous êtes sur le point de faire un truc mais soudainement nausée, votre vision est plus la même, énorme décharge d'adrénaline. Vous voyez de quoi je parle? Mais des fois, ça marche comme de la merde. Genre ça. Et ce souci du réalisme a aussi beaucoup influencé le tournage lui-même, qui s'est déroulé en grande partie au cœur de véritables événements championnat car. Du coup, on intègre dans le film des environnements réels de la course, on donne au film cette base authentique, même si le scénario reste ce qu'il est, hollywoodien pour faire dans l'euphémisme. Ça donne à la fois beaucoup de cachet au film, parce que tu vois des vrais pilotes, il y a même Jean Alesi à un moment à l'écran, mais de l'autre côté, t'as cette espèce de dichotomie où quand on n'est plus sur les circuits, le film ressemble vraiment à un soap opéra. Tant qu'il y a plein de petits détails ça et là qui vont troubler le spectateur attentif, les packages aéros qui correspondent pas d'une coupe à l'autre, des endroits qui nous sont vendus comme étant Montaigu ou le Losintring alors que pas du tout. D'ailleurs, le double anneau de Montaigu qui est mégenré en genre double anneau de Suzuka, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a aussi des fois des gros faux raccords, comme oui, on l'a déjà dit, Stella Warren qui change de frein toutes les 30 secondes, mais même un où on a le casque de Brandenburg, donc le casque de Juan Pablo Montoya, dans la voiture à Jimmy Bly, ce qui fait pas de sens. Le film a beaucoup été présenté comme une histoire humaine avant tout. Stallone, quand il en parle de ces pilotes qui regardent tous les week-ends mais dont il ne sait rien à part la couleur de leur casque, qu'il aurait aimé savoir ce qu'ils pensent en dehors des circuits, leur rivalité, leur ego, l'impact du mentorat, mais aussi la dimension émotionnelle et psychologique des pilotes, souvent écrasés par les attentes et le danger permanent. En tout cas, c'est ce qu'il dit, oui.
Dans les faits, on a une histoire extrêmement simpliste, celle d'un jeune effectivement écrasé par la pression, mais qui, sous l'égide d'un mentor, retrouve sa verve et son envie de bien faire. Même jeune qui autour de lui a un méchant, des vautours, un love interest qui pense qu'il va fixer sa vie, mais la seule personne qui peut fixer sa propre vie, c'est soi-même. Elle va pas te réparer. Si tu vas vers elle, comme t'es maintenant, tu vas tout niquer. Parle pas du film. La seule vraie nuance apportable ici, c'est que Beau n'est pas un méchant en dehors de la piste et a été écrit comme un personnage beaucoup plus nuancé. Car d'ailleurs, à la seconde où il est en dehors de la piste, où il a pas à afficher ce masque de compétiteur, il est, comme Jimmy, juste un mec troublé qui patauge émotionnellement. Donc je trouve pas le film catastrophique comme tout le monde semble le trouver, mais c'est sûrement parce que je l'ai découvert très jeune et que du coup, mon affect pour le film sera pas le même que si vous le regardez maintenant. J'aime bien Stallone aussi, il me rappelle un peu mon parrain. Genre moi, j'ai tanké Expendable 4, genre aucun problème, tu vois. Donc les goûts, les couleurs. J'ai pas de prétention à être cinéphile. J'aime les films que j'aime. J'aime regarder des films. C'est tout. Je fais partie de ces gens qui achètent les maîtres de films dans les Easy Cash là pour 5 €. Ouais. On a découvert quelques perles quand même avec les copains grâce à ça. Le film a un très très mauvais rythme. Entre les séquences d'avant-course qui sont ultra longuettes, les moments émotions qui sont chiantos, les moments courses qui sont pas si bien montés que ça, bien qu'il y a des moments qui fassent mouche. Genre vraiment toute la séquence avec du Fatboy Slim, c'est peut-être la seule extrêmement bien montée de tout le film. Bon, extrêmement bien, c'est peut-être une trop grosse hyperbole, donc il va falloir beaucoup d'hypersoupe. Mais cette imperfection, si on la place dans le contexte de l'expérience sensorielle immersive, qui est un truc que j'ai lu 5 ou 8 fois dans le babbling marketing autour, et ben au final elle sert au film en tant qu'expérience et elle dessert au film en tant que film. Parce que la vie de pilote de course est très très mal rythmée. Entre les engagements publicitaires, mondains, perso, la course, l'entraînement, le jet lag, etc. Effectivement, si ces gens-là regardent leur vie de manière totalement externe, ils auront peut-être pas un rythme si dissimilaire. De là à dire que c'est monté comme ça pour ça, non, absolument pas. C'est juste moi qui dis quelque chose dans la marque café. On dit le marque café. Mikos créole, l'amcat. Le film a surtout pâti d'une production horrible, avec un nombre de prises son foirées insane. Plus de 4 heures du film a été coupé au montage. J'espère que vous vous rendez compte que le film, qui est déjà long pour pas grand-chose, il fait 2 heures, a 4 heures de coupé au montage. C'est Magnolia le bail. Rien que les scènes coupées dans la feature DVD, qui sont le genre de truc que j'adore regarder, ça dure 40 minutes, plus de 3000 caméras, 70 jours de tournage au total, un film qui va coûter 94 millions de dollars et en rapporter 54. Ouh, la belle machine a presque divisé par 2. Le film va d'ailleurs être récompensé par ce qu'on appelle des Razzie Awards, qui, si vous n'êtes pas dans la boucle, c'est un peu l'anti-Oscar finalement. C'est-à-dire qu'on récompense les trucs nuls. Il y aura notamment un Razzie pour la prestation d'Estella Warren, qu'elle va cumuler la même année avec La Planète des Singes, un Razzie Award de pire réal pour Renée Harlin, pire scénario pour Stallone, de pire second rôle masculin pour Burt Reynolds et de pire duo à l'écran pour Burt Reynolds et Stallone. Objectivement, c'est absolument pas un bon film. C'est un film passable dont le scénar a été pas mal repompé pour faire un film qui a beaucoup mieux marché. Et qui lui est... j'en parlerai une autre fois. Mais il est vrai que les similarités entre Driven et Formula One sont assez troublantes. Que ce soit Perret un très vieux avec un très jeune, que ce soit certains des accidents qui... bah putain, on n'est pas loin quoi. Le fait d'ancrer ça dans le réel de la même manière que Driven a été ancré dans le réel, ou carrément les strates de sagouin pour que Sony puisse aider Joshua à remonter, pas dissimilaire au fait que Joe ait aidé Jimmy à rester devant Brandenburg. Il y a de quoi se poser des questions et il est à peu près certain que ceux qui étaient à l'écriture à Formula One le film ont très certainement vu Driven et se sont dit attends, ça c'est pas mal, on va pas tout pomper, faut pas que ce soit évident, mais on peut s'inspirer, non? Mais subjectivement, Driven c'est un de ces films qui aura toujours une place dans mon cœur, un de ces films qui accompagnait mes longues vacances solitaires où j'avais promis à moi-même et à mon papa de devenir champion du monde avec la Tyrrell. Ce genre de film où je m'épose à ce que je fais juste pour regarder l'action un instant avant de reprendre ma petite vie. Ce genre de film qui, avec Michel Vaillant, Thunderbolt, Tokyo Drift, tournait en boucle dans le fond jusqu'à ce que je m'endorme avec les répliques brûlées dans le crâne. Alors c'est pas parce qu'il est mauvais que je l'aime pas, tout comme c'est pas parce qu'un film est bon que je l'aime bien. Mais ça, c'est pour une autre fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui doit être longue, doit faire plus d'une demi-heure là quand même. Et ben, avec tout ce que j'ai coupé, elle fait tout pile une demi-heure. Donc bien le timing. Bref, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Clippy da Clip, sûrement une des dernières vidéos ici, peut-être un dernier Garage Talks avant que je me barre, mais là ça se précise, normalement cette vidéo devrait sortir la semaine du 20, ce qui veut dire que dans une dizaine de jours, on sera dans le nouvel appart. Pour soutenir la chaîne, vraiment, Oli Energy, là, le coup des sirops, je m'y attendais pas, on a été invité à une soirée, genre vous avez peut-être vu ma tronche popper sur leur Instagram subrepticement. Moi j'aime beaucoup,
c'est très très bon. J'espère qu'ils feront un goût cerise rapidos par contre. Mon code promo fonctionne bien évidemment avec tout et n'importe quoi sur leur site, n'hésitez pas. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Le déménagement a été à 100% financé avec ce que Oli Energy m'a filé. Donc genre voilà, premier degré, sans vous ça n'arrivait pas. Enfin ça sera arrivé mais avec un prêt et genre on sait ce que c'est de faire un prêt pour un déménagement, tu finis de le payer quand tu redéménages, donc au final c'est la merde quoi. On a aussi des gants Sim Racing chez SyncMesh si ça vous intéresse, il y a un lien affilié en bas. Et je vais devoir remettre mon lien d'affiliation au Razer puisqu'ils m'ont renvoyé un contrat. Bref, merci pour tout. J'apprécie le fait que vous soyez restés aussi longtemps, j'apprécie le fait que vous commentiez aussi souvent, j'apprécie le fait qu'à chaque fois que je chope mon téléphone, j'ai une notification qui me rappelle que oui, c'est bien mon boulot. Contemplatif, beau, ténébreux, sensible. Présentez-moi à vos darons. Bref, c'était Clip Clip. Bisous.